3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florent Delorme est à nos côtés, stratégiste chez M&G Investments. Bonsoir Florent. Bonsoir. Cyril Parison nous accompagne également, le responsable de la recherche obligataire de Silex. Bonsoir Cyril. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Alexandre Rabovitch de nous accompagner également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Le directeur des investissements d'Indosuez Wealth Management. On va parler sans doute de Kevin Warsh et de la méthode que Kevin Warsh veut apporter à la Réserve fédérale américaine. Mais avant cela, et c'est l'occasion parfaite de revenir sur la manière dont on conduira peut-être la politique monétaire demain par rapport à la manière dont elle a été conduite au cours des années passées. La disparition d'Alan Greenspan aujourd'hui à l'âge de 100 ans nous permet de revenir sur le monde d'avant en matière de conduite de politique monétaire. Alexandre, donc 87-2006, 5 mandats à la tête de la Réserve fédérale américaine pour Alan Greenspan, dans un monde qui était encore totalement différent. J'en veux pour preuve une citation que j'ai retrouvée en lisant rapidement quelques nécrologie d'Alan Greenspan. Le ciblage de l'inflation, c'est quelque chose qui suppose que nous soyons en capacité de prévoir l'inflation, et je crois que personne, aucun de nous, n'est en capacité de le faire ou ne sera en capacité de le faire demain. Ça montre bien quand même quelle était l'époque et quelle était la manière de faire de la politique monétaire par rapport au dernier mandat qu'on a connu, de Bernanke à Jérôme Powell, en passant par Janet Yellen. Alors moi, j'ai commencé ma carrière avec Greenspan, donc en 94, et c'est l'époque où finalement les décisions de la Banque centrale avaient beaucoup plus de volatilité que les résultats d'NVIDIA ou des chiffres de l'emploi, et où la Banque centrale pouvait même surprendre. Maintenant, c'était un événement à chaque fois. Un événement, ouais. Et avec beaucoup de dispersion. C'est plus le cas aujourd'hui. Moi, ce qui m'a toujours frappé avec Greenspan, l'expression que vous utilisez, je pense que ça résume un petit peu le personnage. Il avait quand même un verbe et une capacité d'analyse hors pair. Pour autant, c'était un économiste absolument brillant. C'est quand même lui, à un moment donné, qui avait dit, par la fameuse expression de l'exubérance irrationnelle, pour dire qu'à un moment donné, il ne comprenait plus non plus ce qui se passait sur les marchés. Et pour autant, après, il avait commencé aussi à changer un petit peu son avis en disant, de toute façon, et notamment, c'est l'expression qui vient souvent aujourd'hui, est-ce qu'on est dans un état de bulle sur les marchés financiers, où on ne sait jamais si on est dans une bulle jusqu'au jour où elle éclate. Ouais, parce que même lui-même, à un moment donné, il savait que de toute façon, c'était extrêmement compliqué, comme l'inflation, à savoir si on était dedans. À prévoir. Exubérance rationnelle, c'est une expression qu'il utilise une seule fois dans sa carrière, dans un speech prononcé en décembre 1996. Il l'a regretté, je pense. Après. Le marché, il signalait déjà une exubérance qui lui sautait aux yeux en décembre 1996. Le marché a continué de monter jusqu'en mars 2000. Oui, absolument. Après, il a plutôt bien piloté l'après-crise. Puisque je le rappelle, c'est quand même... Il a commencé par 87. Il arrive en 87, juste après le crack de 87. Là, sans se poser de questions, il baisse les taux, et il accommode tout de suite la situation. Rien que pour ça, faire 5 mandats d'affilée, déjà chapeau, parce que je pense que physiquement, ça doit être éreintant. Mais c'est quand même lui qui a conduit finalement à la suppression de la volatilité des marchés jusqu'en 2006, qui a contribué peut-être à tout cet effet de levier qui a été mené sur les marchés et qui a créé derrière le plus grand crack depuis les années 30. Et évidemment, beaucoup de polémiques finalement si Greenspan avait une responsabilité. Je ne pense pas. Néanmoins, un grand bonhomme qui a disparu aujourd'hui, donc beaucoup de respect pour lui. Il dit à propos de la crise des subprimes, effectivement, on lui a reproché d'avoir alimenté des excès spéculatifs qui ont pu conduire à cette crise immobilière aux États-Unis. Il disait on me salue pour des choses que je n'ai pas faites et on me critique aussi pour des choses que je n'ai pas faites, revenant notamment sur l'idée qu'il aurait été à l'origine, en tout cas qu'il aurait créé les conditions de la crise des subprimes de 2007-2008. Après coup, on cherche toujours un coupable. C'est très américain de trouver le vilain aussi. Complètement. Cyril, vous êtes gérant obligataire en plus. Alors, l'héritage Greenspan, et est-ce que Kevin Warsh, puisque c'est le sujet contemporain du moment, est-il en train de nous ramener à une Fed qui serait plus proche de celle des années 90 sous Greenspan ? Alors peut-être parce que Greenspan, c'était finalement assez conventionnel dans son approche. Moi, j'ai plus été bercé durant ma carrière par Bernanke et les approches non conventionnelles de quantitative easing, etc., où quand même, sortir la boîte à outils, ça a quand même bien sauvé le monde, on va dire. Kevin Warsh, j'ai pas été spécialement impressionné par sa nouvelle approche
j'ai trouvé que effectivement le taux de 2% qu'il a énoncé était... faut savoir dire quand on ne sait pas. Ça, on peut le reconnaître à Alan Greenspan, quand on ne sait pas et qu'on n'a pas une bonne vision de comment fonctionne son économie, et notamment sur l'inflation, ce qui est un peu le cas, je pense, aujourd'hui, quand on annonce 2% d'inflation, quand on sait déjà que le taux neutre aux États-Unis n'arrête pas d'être relevé à la hausse, plutôt vers les 3,5 que plutôt vers les 2,5, on va dire, c'est compliqué d'annoncer cette... nominal, hein. Voilà, oui, exactement. Oui. Non, oui. Mais globalement, ça nous donne un signe que déjà quand on relève le taux neutre, ça veut dire que se donner un biais d'inflation vers 2%, c'est quasiment de l'inaccessible. Donc on le fait pour paraître indépendant, crédible, et bien commencer son mandat. Mais quelque part, j'ai pas été impressionné. Voilà, recherche de données assez plausibles. Ça, Powell avait engrangé le chantier, on va dire, sur la recherche de données crédibles, parce que si on est data dependent, il faut des données crédibles, évidemment. Mais derrière ça, on sent bien que le biais au quiche de relever les taux, il est quand même bien dans les tuyaux aujourd'hui. Et quelque part, pour le moment, outre la posture, j'ai pas vu Kevin Warsh incarner quelque chose de bien nouveau par rapport à Jérôme Powell. Mais sur les 2%, donc la réaffirmation de l'objectif de 2%, c'est quelque chose effectivement qui a marqué cette première conférence de presse de Kevin Warsh, alors que ça fait 5 ans qu'on est hors cible. De ce point de vue-là, vous croyez pas au fait que Kevin Warsh va vouloir que la Fed s'attaque sérieusement à ce petit surcroît d'inflation qui perdure, qui persiste, de choc en choc, de choc d'offre en choc d'offre, etc., qui s'incruste toujours un peu plus dans le système, dans les services. Vous pensez pas que la Fed est sérieuse, doit être sérieuse à un moment par rapport à la reconquête de cet objectif d'inflation? Si, tout à fait. Mais alors à ce moment-là, il faut avoir un ton beaucoup plus dur quelque part pour y arriver, sachant qu'aujourd'hui, c'est vrai que le biais de Kevin Warsh, c'est quand même de dire l'IA, c'est des inflationnistes. Alors, ça sera peut-être des inflationnistes dans 5 ans, probablement, quand tout sera en place, pourquoi pas. Mais pour l'instant, c'est très inflationniste. Mais avant de mettre tout en place, on a bien 2-3 ans encore de cycle très élevé de CAPEX. Allez, même si on a un pic de CAPEX en 2027, ça fait loin 2027. Donc on ne peut pas rester effectivement sur une inflation de ce type. Et en plus, la Fed ne peut pas regarder à travers cette AI inflation et ce cycle d'investissement qui peut tirer les prix encore à la comme en Europe. Alors, tant que c'est de l'inflation énergétique, il n'y a pas de problème. On peut dire, on ne peut rien faire, c'est un problème d'offre. Mais quand ça commence à s'immiscer dans tout ce qui est core inflation, comme c'est le cas aujourd'hui, globalement, c'est quand même plus compliqué. Donc, pour le moment, moi, j'ai plus ressenti, c'était mon ressenti, quelque chose en ligne un petit peu avec du Jérôme Powell plutôt que quelque chose de vraiment disruptif dans le discours de Kevin Warsh. Bon, d'Alan Greenspan à Kevin Warsh, qu'est-ce qui vous intéresse là dans cette discussion, Alan Greenspan, oui, c'est la fin d'une époque, d'un âge d'or aussi des États-Unis. C'est pour ça qu'il y a aussi un peu cette nostalgie, puisque un cycle d'expansion, effectivement, peut-être historique. Voilà, c'était indéniablement un grand technicien de l'économie. Et avec en plus un charisme hors norme, mais aussi le contexte de l'époque était plutôt porteur, puisque c'est l'âge d'or américain, et c'est vrai que les banquiers centraux maintenant sont confrontés quand même à des environnements plus difficiles à gérer, avec une puissance américaine déclinante, un stock de dette extrêmement important, donc c'est sans doute plus compliqué de fixer un cap clair ou de faire du fine-tuning sur une politique monétaire quand le navire est confronté à des vents très adverses. Donc je pense que c'est ça la vraie rupture. Et c'est vrai que Kevin, le nouveau patron de la Fed, a un peu surpris finalement par son discours très dur, puisqu'il s'est fait élire sur le thème plutôt de la baisse des taux d'intérêt. Et là, on a compris qu'il voulait réaffirmer la crédibilité de la Fed. Donc, il revient à une position plus orthodoxe. Le marché s'en accommode. Mais on est dans l'idée qu'il parle dur pour essayer d'agir le moins, ou il parle dur parce qu'il pense qu'il faut revenir à 2% et qu'il faudra se donner les moyens de le faire? Ça, c'est très difficile de le savoir. Je ne sais même pas si lui-même le sait vraiment, en fait. Puisque les pouvoirs publics américains sont confrontés à une situation qui est extrêmement délicate, où à la fois il faut financer un cycle d'investissement massif, notamment dans la technologie, et donc ça plaide plutôt pour une politique monétaire assez accommodante, puisqu'il faut que l'économie se finance à des taux pas trop élevés.
Et en même temps, il voit bien qu'on est dans un monde structurellement inflationniste, que l'inflation file et qu'il faudrait aussi la contrôler un peu. Et entre ces deux objectifs, évidemment, il est difficile de trouver une ligne de crête. Et moi, j'ai quand même plutôt le sentiment d'un pilotage à vue sur ces questions-là. Je crois qu'ils vont essayer de concilier les deux. Mais quelle est vraiment la priorité ? Est-ce que c'est de favoriser l'investissement, la croissance, ou est-ce que c'est la maîtrise de l'inflation ? Je ne sais pas exactement comment le consensus se fait au sein de la Réserve fédérale et de l'élite américaine. Ce qui est sûr, c'est qu'un peu plus d'inflation permettrait quand même de réduire le stock de dette. Donc en soi, ça militerait pour laisser un peu filer l'inflation. C'est en ce sens que son propos extrêmement dur sur cette question-là peut surprendre. Ouais. Mais j'imagine que... après dire les 2% seront plus un objectif et on s'accommodera d'une inflation à 3%, même si elle est à 3% depuis un certain nombre de temps, ça peut créer aussi un petit séisme dans l'autre sens quand même. Voilà, c'est la raison pour laquelle peut-être que la stratégie, c'est de progressivement accoutumer les marchés dans les faits à cette inflation de l'ordre de 3%, mais sans jamais affirmer clairement qu'on l'accepte, ce qui serait effectivement une ligne de crête possible, un intermédiaire entre différents objectifs contradictoires entre eux. Mais je ne vois pas encore effectivement se dégager très clairement des lignes de force. C'est la même chose sur la question de la réduction du bilan de la Réserve fédérale. Là, pour moi, c'est un angle mort par rapport à la situation dans laquelle l'État américain se trouve, avec un niveau d'endettement colossal, des déficits abyssaux. Dire qu'on va réduire massivement, voire même bannir l'usage du bilan, ça me semble pour le coup une contradiction très très forte avec la situation, les objectifs affichés du gouvernement américain qui veut maintenir son leadership mondial. Donc la réduction du bilan, j'y crois vraiment pas. Pour ce qui concerne le pilotage des taux courts, effectivement, il y a une ambiguïté qui devra être levée. Ouais. Bon, Alexandre, sur les premiers pas de Warsh, effectivement, est-ce qu'il y a l'idée d'une rupture possible, d'une nouvelle méthode qui impliquerait une nouvelle manière de conduire la politique monétaire avec la volonté réelle de revenir à l'objectif de 2%, ou est-ce qu'on est encore, comme le disait Florent, dans la continuité de ce qui se fait jusqu'à présent, c'est-à-dire essayer de tenir sur un chemin de crête en se disant que l'effort à mener pour ce dernier kilomètre de retour à l'inflation à 2%, toujours se questionner sur est-ce que cet effort en vaut vraiment la chandelle, pour dire les choses. Pour moi, c'est un peu un discours d'investiture. Ouais. C'est-à-dire que vous arrivez, voilà, vous devez forcément vous montrer comme un patron crédible, parce qu'après tout, voilà, avec des prédécesseurs comme Bernanke, comme Greenspan, etc., il y a quand même pas mal de pression. Moi, je dis toujours, il y a une différence entre je postule pour le job et le jour où je suis assis et j'endosse le job. Donc, pour moi, il a déjà fait plutôt un bon job. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu des taux longs qui ont pris 50 BP le premier jour. Et je pense que c'était son challenge. Oui. Et le dollar a pris 1%. Voilà, pour montrer qu'il était quelqu'un de très crédible, qui était un vrai patron de la Fed et qu'il n'hésiterait pas à faire ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que dans son double mandat, si à un moment donné, effectivement, c'est l'inflation, c'est là où il actera. La surprise, quelque part, dans ce discours, c'est quand vous écoutez tout ce qu'il vous dit, mais pourquoi vous n'avez pas remonté les taux le jour même ? Parce que normalement, avec tout ce qu'on a entendu de Warsh, il aurait dû dire, un peu comme Lagarde, je remonte les taux. Donc je pense qu'il a d'abord cette volonté de créer sa réputation, de stabiliser le marché obligataire, peut-être qu'il veut plus piloter les taux longs que piloter à ce stade les taux courts, parce qu'il est vrai que sur les taux courts, honnêtement, c'est super compliqué d'avoir cette vue. Vous pouvez avoir la vue inflation transitoire, parce que moi je ne contrôle pas ce qui se passe dans les trois dents mousse des prix du pétrole. J'ai par contre des fortes sous-jacentes encore un peu déflationnistes, notamment au marché de l'emploi, pour le moment. Il n'y a pas d'évidence d'inflation et d'effets secondaires à ce stade, mais c'est là où, effectivement, il pourrait changer le discours si on avait des vrais effets secondaires, un peu comme 2022-2023, où à un moment donné, il n'aura pas le choix. Maintenant, il y a beaucoup d'analystes et de banques qui révisent aujourd'hui pour prévoir des hausses de taux d'intérêt. Donc, quelque part,
les conditions financières vont un petit peu se resserrer mécaniquement par le marché. Alors, est-ce que ces options, pour l'instant, c'est de dire laissons et incitons le marché à faire le travail, ça m'évitera moi peut-être de le faire, Réserve fédérale américaine. Est-ce qu'il peut, alors entre guillemets, compter, ou est-ce qu'il peut anticiper un réel affaiblissement de l'économie américaine? Et ça nous amène au sujet de l'IA, de l'inflation liée à l'IA. Comment vous regardez ce phénomène du point de vue macro, Alexandre? D'un côté, l'IA, évidemment, c'est alors un cycle d'investissement incroyable, historique. Avant d'être massivement déflationniste, c'est d'abord inflationniste à travers la hausse violente des prix des composants importés, notamment pour construire des data centers et tout ce qui va avec. Et cette inflation, c'est aussi une ponction supplémentaire sur le pouvoir d'achat des ménages, avec une consommation dont on se demande chaque mois si elle va continuer de tenir au fur et à mesure que les taux d'épargne se sont largement normalisés, etc., etc. Net, comment ça s'équilibre tout ça? Nous, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on estime aujourd'hui l'impact sur l'inflation un peu court terme de ces dépenses liées autour de l'intelligence artificielle. C'est effectivement inflationnisme. Encore une fois, c'est plutôt un choc one-off. On l'estime aux alentours de 0,5% de contribution à l'inflation. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à l'inverse de ça, on a aujourd'hui l'effacement des droits de douane de l'année dernière qui étaient également inflationnistes à hauteur de pratiquement 1%, qui sont en train de s'annuler. Ouais. Donc tout ça arrive un petit peu en même temps, donc l'effet est peut-être moins visible, mais ce qui est certain, c'est que moyen terme, on aura plutôt des forces déflationnistes. Donc si la Fed est capable de piloter un peu ses taux en vous disant, on regarde plutôt nous, moyen terme, on a cette volatilité, prix d'énergie, la volatilité sur les prix de l'intelligence artificielle, mais il y a quand même des forces sous-jacentes, le marché de l'emploi, le marché de l'immobilier, et puis derrière, les gains de productivité qui vont être amenés par l'intelligence artificielle, ça devrait faire baisser effectivement l'inflation sous-jacente à ce moment-là. Et si elle est crédible dans son discours, et si les marchés croient à la Fed, ça peut fonctionner. Ouais. Et en tout cas, jusqu'à récemment, même un pétrole qui est monté à $120, on n'a pas vu les anticipations d'inflation long terme exploser à la hausse, alors qu'on est resté sur des taux relativement encore élevés. Ouais, bon, la Fed reste crédible aujourd'hui. Cyril, comment vous voyez l'impact d'une réouverture d'Ormuz? Alors évidemment, rien n'est normalisé aujourd'hui, il y a 60 jours de négociations, tout peut basculer du jour au lendemain, d'un tweet à l'autre, etc. Néanmoins, le marché anticipe depuis quelque temps déjà que cette réouverture va avoir lieu, que le trafic, même s'il prend du temps à se normaliser, se normalisera in fine, etc., etc. C'est quoi le monde là qu'on retrouve, ou qu'on trouve d'ailleurs après ce nouveau choc d'offres, cette crise qui aura duré quand même 3-4 mois? Qu'est-ce qu'on retrouve derrière? Est-ce qu'on revient sur des équilibres macro qui prévalaient en début d'année, ou est-ce que non, les choses ont changé entre-temps? Alors déjà, ça prend un petit peu de temps. Ouais. C'est-à-dire que le T3 va pas être non plus super bullish, on va dire, pour l'inflation, on va dire. On a encore, comme le disait votre collègue, on a un mois pour réouvrir le Détroit d'Ormuz après le déminage, qui lui-même va prendre un temps avec un point d'interrogation, on va dire. Donc c'est sûr que le T3 va être encore très inflationniste, ce qui est globalement pricé aujourd'hui dans les marchés, notamment sur la partie courte des taux. D'où peut-être une deuxième hausse de taux de la Banque Centrale Européenne, peut-être un réglage aussi, un ajustement de la Fed, etc. Elle est faite, il y aura l'ajustement de la Fed, mais tout ça est quand même bien pricé. Quand vous regardez le 2 ans, en fait, le choc les plus importants qu'on a eu, 2025, c'est plutôt des chocs sur la partie longue de la courbe, avec notamment le plan de revitalisation allemand, etc. Là, c'est plutôt le choc sur le court. Ouais. Et la pente, d'ailleurs, n'arrête pas de baisser. Entre le 2 et le 10 ans, elle est sous les 30 BP aux États-Unis. Donc, c'est là où le jeu va être un petit peu plus compliqué demain. Maintenir ces taux 10 ans, on va dire, sur les 4-5, sachant que la pente est très basse aujourd'hui. Mais encore une fois, pour le moment, le job, il est plutôt bien fait. Et je pense que c'était important, notamment vis-à-vis aussi de Scott Bessent, qui s'était beaucoup prononcé pour les taux longs. Si demain, effectivement, on a un pétrole qui revient vers les $70, ce qui, les futurs aujourd'hui, pricent quelque chose entre 75 et 80, on peut aller vers 70, ça peut aller vite. Puisque, on n'est pas très loin. Franchement, et puis surtout, il faut se rappeler de ce qu'était le début d'année, la suroffre, etc. Donc en fait,
ça va être beaucoup la Chine qui va dire où se positionne le pétrole demain. Mais oui, on peut revenir sur un scénario. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a les valorisations de marché qui sont déjà très élevées, et puis il y a le scénario macro. Est-ce que le scénario macro, il change beaucoup ? Aux États-Unis, pour moi, il change pas tant que ça pour la partie haute de la courbe bancaire. Il change énormément pour la partie basse. Ouais. On l'a vu, c'est très compliqué. La consommation, vous en faisiez part. Notamment aussi parce que l'inflation des salaires a énormément baissé par rapport à l'inflation réelle aujourd'hui. Donc finalement, les courbes se sont croisées. On a 2-3 mois de baisse du pouvoir d'achat là aux États-Unis. Exactement, plus le gasoline, plusieurs trimestres de gains du pouvoir d'achat. Voilà, donc là-dessus, ça peut effectivement un moment... Pour moi, le risque, il est beaucoup sur le consommateur US. Aujourd'hui, il n'est pas tant sur les entreprises. À un moment, cette consommation peut lâcher. Alors, on a des indices agrégés. Encore une fois, quand on parle du PIB, c'est des indices agrégés. Donc, c'est la partie basse de la courbe bancaire qui est en train de lâcher. Ça, il y a plein d'indicateurs qui le montent, les taux de défaut sur les subprimes, etc. Donc, on parle souvent. Mais c'est pas des indicateurs qui nécessairement indiquent un fléchissement de l'économie au niveau macro. Je pense qu'on est quand même plutôt bien ancré sur une croissance des États-Unis entre 2 et 2,5. Par contre, ce qui n'est pas du tout le cas en Europe. Là, pour le coup, en Europe, ça lâche quand même beaucoup, dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de segments. Et je serais même tenté de dire que les dernières prévisions de la BCE étaient quand même très optimistes par rapport... Mais du coup, on va profiter quand même de cette réouverture d'Ormuz. Nous, en Europe, il y a un peu de rattrapage, un peu de réaccélération encore possible, ou on en profite déjà un petit peu sur pas mal de secteurs de rattrapage au niveau tech, etc. On peut en profiter éventuellement sur des secteurs comme le luxe, ce genre de choses. Est-ce qu'on va en profiter sur l'automobile, sur le reste de l'économie un peu brick and mortar, c'est un peu plus compliqué. Ah ouais, d'accord. Bon, Florent, le monde d'après Ormuz, là, les leçons quand même de ce nouveau choc d'offres, de la capacité des économies à y faire face, là, toujours le thème de la résilience, et qu'est-ce que ça ouvre ou réouvre comme perspective effectivement pour l'investisseur ? La thématique de l'investissement en actions européennes revient un petit peu davantage, puisque effectivement l'économie européenne a été quand même particulièrement pénalisée du fait de notre dépendance à l'énergie. Donc la perspective que progressivement les choses rentrent dans l'ordre ne peut être que bonne pour l'Europe, pour la consommation en Europe. Donc pour nous, ça réouvre la thématique d'investissement en Europe. Ouais, maintenant, c'est vrai. On a le droit à nouveau d'acheter des actions européennes, quoi. Oui, parce que... le permis. Disons que le cadre d'investissement dans la zone euro a toujours été contesté, puisque on a une fragilité institutionnelle, faiblesse de la productivité, enfin les arguments qu'on met souvent en avant, mais quand on venait en plus rajouter un problème énergétique, là effectivement, ça posait quand même de sérieuses difficultés pour défendre la thèse d'investissement. Maintenant, c'est vrai que pour le coup, on peut se demander s'il est vraiment pertinent que la BCE ait monté ses taux directeurs, envisage de le faire encore peut-être. Autant aux États-Unis, il y a quand même une activité économique qui pour l'instant ne fléchit pas. On a des créations d'emplois tout à fait honorables, des indicateurs d'activité qui sont toujours bien orientés. Donc la Réserve fédérale peut se permettre d'hésiter entre croissance, maîtrise de l'inflation. Autant dans la zone euro, c'est vrai qu'il y a une polarisation des débats de la Banque centrale sur l'inflation, ce qui semble un peu incongru compte tenu des fragilités en termes de croissance potentielle de la zone euro et des déficits d'investissement massifs sur lesquels tout le monde est d'accord dans ce qui concerne la souveraineté au sens large, qu'elle soit technologique, militaire et énergétique, j'en parle à l'instant. Donc on peut revenir tactiquement sur la zone euro parce qu'on travaille pour des investisseurs européens qui, de toute façon... c'est un bassin naturel d'investissement. Quand même un passif en euros, donc le risque de change ne peut pas être excessif dans leur portefeuille. Il y a sans doute là une occasion de revenir un petit peu, mais ça n'enlève en rien les problèmes structurels de la zone euro, et de ce fait-là, c'est vrai que finalement, le reste du monde semble toujours une opportunité où la croissance sera sans doute plus forte, que ce soit dans les pays émergents
ou aux États-Unis. Ouais. Petite parenthèse, alors thème périphérique à celui de la zone euro, le Royaume-Uni, 7e Premier ministre a priori en 10 ans post-Brexit. Bon, le marché visiblement a bien anticipé cette affaire-là. Ça devient business as usual tant qu'on se tient aux règles de trajectoire budgétaire. Aujourd'hui, les marchés n'en prennent pas plus ombrage que ça. Une nouvelle crise politique au Royaume-Uni. Il est clair que le Royaume-Uni est dans une situation délicate depuis une bonne vingtaine d'années, je dirais. Ah oui, disons que le Brexit. Le Brexit a accéléré une situation économique qui était déjà fortement déséquilibrée, avec une activité économique très concentrée sur Londres, mais disons le reste du pays souffrant d'un déclassement progressif. Alors la dimension très positive, c'est que le Premier ministre qui est pressenti bénéficie disons, d'un soutien assez fort dans une large partie de l'opinion publique, et notamment en dehors de Londres. Donc il y a sans doute une assise politique beaucoup plus forte dans les classes populaires, tout en étant... L'adversaire, c'est réforme maintenant. Hein. Je veux dire, pour un parti comme le Labour traditionnel... Ouais. S'il faut en repasser par les urnes, ou en tout cas, le sujet, c'est comment je regagne des parts de marché face à Réforme UK. Hein. Disons que cette personnalité semble bien placée pour réinstaller le centre-gauche au cœur du jeu politique. Donc, il n'y a pas de raison, effectivement, que la situation structurellement change comme ça, mais disons que c'est plutôt un bon signal. Et nous, pour ce qui nous concerne, c'est vrai qu'on profite des doutes sur l'écosystème financier anglais pour investir il y a de la valeur dans la dette. Dans la dette britannique, il y a de la valeur. Voilà, les taux sont quand même tendus de manière très forte pour refléter. Eux, c'est 5% sur du 10 ans, hein, quasiment. Hein. Exactement. Pas donc sur ça du 30, nous semble peut-être un peu excessif au regard de la capacité du Royaume-Uni quand même à sortir de l'ornière. Voilà. Donc, on profite de ces points d'entrée sur les maturités un peu longues de la courbe au Royaume-Uni. Il y a eu un peu de stress à nouveau parce que Andy Burnham, c'est plutôt l'aile gauche du parti travailliste, et donc à nouveau le doute sur les trajectoires de finances publiques, etc. Et assez vite, il a rassuré immédiatement. Il s'est engagé en disant je respecterai la trajectoire telle qu'elle a été fixée par mon prédécesseur. A priori, on n'attend pas de surprise de ce côté-là. Je ne sais pas s'il y a un mot à rajouter sur le UK, Alexandre. Et puis je voulais qu'on en vienne assez vite aussi au thème de l'IA. Toujours dans l'idée, la réouverture d'Ormuz. Est-ce que c'est l'occasion de jouer une forme de rotation à minima tactique sur les marchés? Et puis une fois qu'on a discuté de ça, comment on se positionne sur la vague IA, qui est un thème de plus en plus inflammable, pour dire les choses? Oui, c'est vrai, je pense que là, aujourd'hui, pour revenir à votre question précédente, c'est aussi un petit peu le retour à l'exceptionnalisme américain, quelque part. Hein. Le début d'année, c'était... Post-Hormuz. Post-Hormuz. Parce qu'au début de l'année 2025-2026, on sortait finalement en disant c'est le reste du monde hors États-Unis. Exactement. Pour revenir à ce qui a été dit effectivement sur l'Europe, aujourd'hui c'est plutôt c'est le reste du monde hors Europe, en tout cas. Mais oui, c'est un petit peu le retour à l'exceptionnalisme américain, porté par l'intelligence artificielle et les investissements absolument massif. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est assez étonnant de voir, c'est qu'on aurait pu imaginer finalement, avec une forte baisse du pétrole, que certains pays qui avaient été fortement pénalisés par cette remontée choc énergétique allaient beaucoup plus rebondir. Je prends par exemple l'Inde, qui finalement a été le grand perdant depuis le début de l'année, déjà par l'intelligence artificielle, parce qu'il est vu comme un pays qui est la victime numéro 1 de l'intelligence artificielle, et derrière il se prend le choc énergétique. Là, finalement, on résout le problème énergétique, ça ne rebondit pas. Et au contraire, on a même une accélération au sein des marchés émergents de la thématique intelligence artificielle, mais cette fois-ci sur les semi-conducteurs, parce que, hors Japon, en zone géographique, c'est la meilleure zone sur les émergents. On a la Corée qui fait 100% de performance, Taïwan qui fait 50%. Là, on s'est recréé un autre problème de concentration de performance, cette fois-ci sur les émergents. Ces trois valeurs qui font la perf des émergents. Mais d'un autre côté, elles ont quand même des croissances de profits absolument insolents. Alors, certains disent, oui, mais si on regarde les profits normalisés sur plusieurs années, en fait, c'est pas si terrible que ça, voire même, c'est pas très bon. Maintenant, moi, ce qui me choque aujourd'hui dans le narratif, en fait, sur finalement le doute qu'on peut avoir sur la performance des émergents liés à l'intelligence artificielle, c'est un peu le parallèle de 2023 avec les 7 magnifiques. On disait,
toute la performance du S&P, c'est cette valeur, et ça ne va pas durer, c'est pas possible, c'est trop cher, la croissance des bénéfices ne suit pas, il y a trop de monde, ça va s'effondrer, le marché va s'effondrer avec. C'est pas du tout arrivé. Non seulement, les selles magnifiques, on fait pratiquement plus de performance en 2025, et je crois qu'elles sont à 0 depuis le début de l'année. Ça n'a pas empêché le reste de la cote d'avoir ce rattrapage qui s'est fait sur d'autres secteurs, d'autres valeurs, notamment les petites capitalisations. Et donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, sur les émergents, ayons peut-être un esprit ouvert en se disant, on a un envolé du marché qui se fait, et c'est très souvent le cas de manière très, très concentrée au début d'un rallye, parce qu'il y a un repricing important sur une grosse thématique, les semi-conducteurs. Mais c'est le verre à moitié plein. C'est-à-dire, vous voyez le reste du réservoir, du potentiel s'ouvrir devant nous. Je ne suis pas alarmiste dans ces conditions. Je pense que beaucoup d'investisseurs ont loupé un petit peu ce rallye aujourd'hui et doivent justifier cette on va dire, sous-performance en disant, déjà, moi, en tant que gérant actif, je ne peux pas avoir les mêmes pondérations que mon indice parce que c'est de l'ultra concentré. Ça, c'est un problème pour les gérants d'actifs en actif. En passif, vous n'avez pas le problème. Mais derrière, on peut aussi avoir un rattrapage de la cote des émergents puisqu'il y a encore beaucoup de pays, beaucoup de secteurs, beaucoup de valeurs qui sont délaissées. Regardez la Chine cette année, depuis le début de l'année, même la tech chinoise ne fait pas grand-chose. Donc, si on avait, à un moment donné, un rattrapage, notamment par les actions chinoises qui ont très très bien performé en 2024-2025, eh bien, ça peut redonner un élan sur les émergents. Je grossis un peu le trait, je caricature peut-être Alexandre, mais ceux qui ont raté les rallyes de TSMC, SK Hynix ou Samsung, ou qui n'y ont pas suffisamment participé, on va les voir se positionner sur les actions chinoises pour jouer peut-être le potentiel des actions chinoises. Je pense qu'on l'a pas vu, ça. Voilà, c'est ça. On l'a pas vu encore. D'accord. Je pense que mais vous dites ça ouvre la voie à effectivement la possibilité d'aller chercher d'autres valeurs en Asie pour jouer la zone. On l'a pas vu aujourd'hui, mais je pense qu'effectivement, quand on va se repositionner et que tout ça va un petit peu s'apaiser, il y aura peut-être une reprise par d'autres segments du marché émergent. Sur l'IA, alors ça devient aussi un thème crédit, bien sûr, depuis de nombreux mois maintenant, Cyril. Enfin, je ne sais pas où on en est des calculs, mais l'idée, c'est est-ce que les hyperscalers vont émettre encore plus de dettes que ce qu'on imagine aujourd'hui, ou est-ce qu'à un moment, c'est plutôt l'inverse qui va se produire ? Est-ce qu'on va avoir, à travers peut-être un recalibrage des CAPEX, peut-être aussi des émissions obligataires qui seront amenées à baisser Alors, il y a deux choses, en fait. C'est sûr, on en avait déjà parlé sur ce plateau, c'est le gros thème sur le fixed income pour 2026. Et d'ailleurs, les investisseurs n'étaient pas vraiment prêts, parce que moi, quand je parle pas mal de clients en Europe, acheter de la tech, ça se fait sur les actions, on n'achète pas de la tech dans le fixed income. Sauf que les indices, ils sont totalement disruptés, donc à un moment, il faut quand même se mettre en ligne. Puis les acteurs américains, c'est plus de 30% du contingent de dette aujourd'hui sur les indices euros. Wow. Donc il faut quand même en prendre quand même bien loin devant la France et l'Allemagne. Ça, c'est la première chose. Moi, ce que je vois aujourd'hui devant ces méga deals, donc évidemment qui viennent tous des hyperscalers et demain de SpaceX qui va mettre plus de 20 milliards encore sur le marché, etc. Donc ça ne fait que continuer. Il y a deux choses déjà. Il y a que on se rend compte que même chez ceux qui généraient beaucoup de cash flow, ça commence un peu à piquer, qu'il faut mettre un petit peu la pédale douce, qu'on commence à faire des augmentations de capital. Donc ça, équilibrer, d'être propre, quoi. Voilà. Les augmentations de capital, un peu trop sur ces niveaux de valorisation, ça fait pas trop de mal, on aimait ça. Après, ce que j'ai vu aussi chez pas mal d'acteurs plutôt de second rang, c'est qu'on était un petit peu dans l'ingénierie financière. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va proposer demain ? On peut pas faire que de la dette unsecured qui vaut très très cher. Donc, vous êtes un petit data center. Moi, j'étudie une société comme CoreWeave, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il va faire des dettes sécurisées. Des dettes sécurisées sur celui qui le loue, le data center, d'être sécurisé aussi par les microprocesseurs, les puces qu'il doit acheter pour mettre dans les data centers. Donc, c'est ce qu'on appelle des GPU-backed loans, gagés etc. par les puces. Gagés, voilà. Donc ça, c'est un moyen de faire. Et puis même Oracle, qui est un gros, pour le coup, quasiment 600 milliards de market cap, il dit, à un moment, je peux pas mettre toute ma trésorerie sur la table. Je peux pas faire que de la dette, même si on est sur du 3 chiffres en termes de croissance sur de la dette. Donc il dit, ils essayent de trouver des moyens de faire. Donc là, c'est par exemple, vous amenez vos puces, vous amenez votre hardware, ça m'évite, moi, de toujours tirer sur mon BFR. Et quelque part, ça permet d'aménager le financement. Donc je trouve que depuis 6 mois, il y a de la dette normale, mais on essaie de trouver d'autres canaux pour financer tout ça, parce qu'on est évidemment sur le gigantisme. Mais, et le dernier point, effectivement, je trouve, c'est dans la valorisation. Que fait le marché equity, donc c'est des valorisations très élevées, et la valorisation du marché fixed income, qui n'aime pas prendre de risques, encore une fois, sur ce type de secteur. Et souvent, on se retrouve avec des spreads
donc qui sont vraiment le reflet du risque de l'entreprise, qui sont des fois très élevés par rapport à ce que nous, on anticipe des fondamentaux ou de ce que price le marché equity. Donc on travaille beaucoup sur l'arbitrage dette equity en ce moment sur le marché de la tech. Le marché, c'est pas encore bien positionné. C'est pas approprié. C'est pas approprié le marché de la tech, notamment en Europe. Ces nouveaux acteurs émetteurs de Exactement. dette. Ah ouais, intéressant. C'est normal, on n'est pas habitué à des business d'hypercroissance. Des prix là. Exactement, tout à fait. Ouais. Bon, intéressant. Bon, sur la partie investissement IA. Alors d'ailleurs, c'est une question que posaient certains de vos confrères. Est-ce que l'IA devient une classe d'actifs ? Bon, je ne sais pas si on en est là aujourd'hui, mais c'est vrai que ça devient un thème incontournable. Comment on reste équilibré dans le risk-reward et comment on gère ce thème ? Encore une fois, je reprends l'idée de ce thème inflammable aujourd'hui. Florent. L'IA, si ce n'est pas une classe d'actifs, c'est le thème central des investissements de l'économie mondiale dans la décennie qui vient. Donc ça va être le moteur des marchés. Et même ceux qui veulent se tenir complètement à l'écart de ce qu'ils appellent l'IA, en réalité, ne le seront jamais, puisque aucune économie ne tiendra si la TQS ne tient. Et on voit bien que tout est dépendant. Donc on ne pourra jamais être complètement à l'abri d'un éventuel échec de la thématique d'investissement IA, même ceux qui veulent ne pas y aller. Alors après, nous, ce qu'on essaye de faire, fort de ce constat que ça va être le cœur de la mécanique, c'est effectivement de ne pas uniquement investir dans le cœur de l'écosystème. Il y a plein de manières de jouer la thématique IA. On peut la jouer sur le plan de l'énergie, par exemple, on peut la jouer sur le plan des infrastructures. Donc finalement, quand même, Et on capte quand même une bonne croissance du thème. Ce que je veux dire, l'idée, c'est d'aller chercher des thématiques connexes, pas avec une exposition de pure player, mais quand même une exposition relativement significative. Tout à fait. Quand des gens investissent dans Schneider, c'est une manière de jouer la thématique de l'IA sans être trop exposé, avec toute la volatilité que ça peut induire à cette thématique effectivement un peu inflammable, mais il y a moyen quand même d'élargir vraiment, à la fois sur le plan de la nature des entreprises dans lesquelles on investit, puis également sur le plan géographique, parce qu'il n'y a pas que la TQS qui a le leadership, mais finalement, quand on cherche bien, on s'aperçoit que partout dans le monde, il y a des entreprises qui, d'une manière ou d'une autre, fournissent des composants pour les data centers ou pour d'autres choses. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'élargir à la fois géographiquement et également ne pas être toujours au cœur du réacteur, mais on peut être à la périphérie, avec peut-être évidemment des espoirs de gains un peu moindres, mais aussi moins de volatilité. Donc ça c'est notre idée. Et puis après, c'est vrai que là, les marchés ont quand même bien valorisé récemment cette thématique. On a des valorisations qui sont tendues, sans qu'on puisse pour autant parler de bulles, mais des variations tendues. Donc c'est sans doute pas un point d'entrée pour aller sur le cœur du réacteur. Et donc nous, on profite plutôt des semaines actuelles pour essayer d'aller sur des thématiques peut-être un peu moins liées, effectivement, j'entends. à l'intelligence artificielle. Et, jouer le retour du cycle un peu, quand même. Voilà, on joue un peu le retour du cycle. J'en ai parlé un peu sur l'Europe, et on revient également, comme tu l'as présenté, sur les actions émergentes. On pense effectivement que les actions chinoises ne sont pas forcément valorisées à leur potentiel, et puis on va aller aussi chercher des pays comme le Brésil, l'Indonésie, où on pense que là, on peut constituer des positions. Évidemment, c'est des positions de diversification, c'est pas le cœur du portefeuille. Oui, mais voilà, donc en gros, les trois grandes idées, c'est l'IA, mais dans toute la largeur du spectre d'investissement, et les actions, mais plutôt actuellement renforcer les pays émergents ou l'Europe. Un peu de réajustement de portefeuille à mi-année, effectivement, après les parcours qu'on a déjà vus dans l'IA. Je rappelle, l'indice des semi-conducteurs qui a doublé, effectivement, là, en quelques semaines, quelques mois. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous, les invités de Planète Marché ce soir. Florent Delorme, M&G Investments, Alexandre Drabovic, Indo-Suez Wealth Management et Cyril Parison, Silex.